Mon père a frappé du poing sur la table, et a hurlé, « Tu serais à la rue sans nous ». Cela s'est passé juste après que j'ai demandé à mon frère d'arrêter de voler mes affaires, et c'est pour ça que j'ai déménagé. Quelques mois plus tard, ils m'ont appelé en panique, mais, avant d'en arriver à cette nuit où tout a débordé et s'est effondré, je devrais probablement commencer par le début. Je m'appelle Lucas. J'ai 27 ans, et j'ai grandi dans une famille où l'amour a toujours eu une étiquette de prix. Je suis l'aîné de 3 enfants. Et, dès mon plus jeune âge, j'ai été traité davantage comme un stagiaire non rémunéré, que comme un fils. Mes parents, et particulièrement mon père, croyaient que le respect se méritait, mais que l'obéissance, elle, s'exigeait. Et si vous étiez l'aîné, eh bien, votre obéissance comportait des intérêts en prime. On attendait de vous que vous donniez l'exemple, que vous mainteniez la paix, et que vous fassiez tenir les choses ensemble, même quand personne d'autre ne levait le petit doigt. En grandissant, je pensais que c'était normal. Je croyais que tous les parents culpabilisaient leurs enfants pour qu'ils nettoient la maison, tout en appelant cela l'apprentissage de la responsabilité. Ou bien, qu'ils les obligeaient à payer un loyer à 17 ans, parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Nous n'étions pas pauvres, loin de là. Mon père travaillait dans la direction de chantier de construction. Et ma mère avait un poste administratif à distance, dans le domaine juridique. Nous avions un jardin convenable, et il y avait toujours assez d'argent pour les fêtes d'anniversaire, les nouveaux vêtements, et les dîners au restaurant. Mais ils avaient cette mentalité, cette obsession de nous endurcir pour le monde réel. Seulement, cette dureté était toujours dirigée contre moi. Mes frères et sœurs, pas tellement. Mon frère Tyler, de 2 ans mon cadet, pouvait encastrer sa voiture dans une boîte aux lettres, et réussir, d'une manière ou d'une autre, à passer pour la victime de l'histoire. Ma sœur, Ella, qui était encore au lycée, avait une chambre remplie d'appareils électroniques. Des choses que je ne pouvais même pas rêver de m'offrir à son âge. Pendant ce temps, je devais me battre pour obtenir un Wi-Fi qui fonctionnait dans ma chambre au sous-sol. Une chambre pour laquelle je payais un loyer, 400 € par mois pour être exact. J'ai commencé à travailler quand j'avais 15 ans. D'abord, c'était un petit boulot à temps partiel dans une épicerie locale, où j'emballais les courses. Ensuite, je suis passé à la mise en rayon dans un grand magasin, tout en terminant mes études secondaires. Mes parents m'ont bien fait comprendre que, si je voulais une voiture, de l'argent pour l'essence, ou quoi que ce soit au-delà du strict minimum, c'était à moi de me débrouiller. Quand j'ai obtenu mon permis, j'ai utilisé mes économies pour acheter une Toyota Corolla 2002, toute rouillée. Mon père a eu un sourire en coin, et il a dit, « On dirait que tu apprends enfin comment fonctionne le monde réel. » Je pensais qu'il était fier de moi, mais, avec le recul, je crois qu'il aimait juste l'idée de me voir galérer. Cela renforçait sa conviction que le monde était cruel, et que les enfants devaient s'endurcir très tôt. Après le lycée, je ne suis pas allé directement à l'université. Je n'avais pas l'argent, et mes parents ne m'ont rien proposé. Si tu veux un diplôme, disait mon père, trouve un travail qui le paie, ou fais un emprunt. Tu ne vas pas vivre ici gratuitement, le temps de trouver ta voie. Alors, j'ai travaillé. J'ai pris des postes dans des entrepôts, j'ai fait des gardes de nuit, des livraisons. Tout ce qu'il fallait pour continuer à payer mon loyer, et économiser un peu à la fois. Finalement, j'ai commencé à passer des certifications informatiques en ligne. J'ai appris par moi-même l'administration de serveurs réseau, et les bases de la cybersécurité. Ce n'était pas facile, surtout en travaillant plus de 40 heures par semaine tout en essayant d'étudier, mais j'ai réussi à m'en sortir. À l'âge de 24 ans, j'ai décroché un emploi à temps plein, en télétravail. Je faisais du support technique et de la gestion de réseau, pour une entreprise de taille moyenne. Cela ne payait pas un salaire à 6 chiffres, mais c'était stable, et c'était à moi. J'avais enfin un peu d'espace pour respirer. Je vivais toujours au sous-sol, je payais toujours mon loyer avec la régularité d'une horloge, et je recevais toujours des commentaires passifs-agressifs, à chaque fois que je manquais un dîner de famille à cause des heures supplémentaires. Mais, au moins, je ne tirais plus le diable par la queue. J'ai commencé à penser à déménager, à prendre mon propre appartement, et peut-être même à reprendre l'école à temps partiel pour terminer un diplôme. Puis, la pandémie a frappé. Soudainement, Tyler a perdu son emploi de barman, et il est revenu vivre à la maison. Mes parents, qui avaient toujours insisté pour que je paie un loyer parce que, la vie n'est pas juste, ont décidé qu'ils n'avaient pas besoin de contribuer. Ils traversent une période difficile, a dit ma mère.
Ce n'est pas le moment de lui mettre la pression. Ella, qui suivait maintenant ses cours en ligne depuis la maison, a commencé à dormir jusqu'à midi, et à mettre TikTok à fond à travers les murs. Pendant ce temps, je continuais à travailler. Je continuais à payer le loyer, à contribuer aux courses, et à me faire culpabiliser à chaque fois que je demandais un peu de silence pour mes réunions Zoom. C'était comme être un client dans un hôtel que je finançais secrètement, à la différence que le personnel me détestait, et que les autres clients avaient droit au service d'étage. Les choses ont empiré quand Tyler a commencé à lancer des pics sur mon travail. Ça doit être sympa de travailler en pyjama, ricanaille, tout en buvant le café que j'avais acheté. Ou bien, certains d'entre nous ont de vrais emplois, Lucas. Du travail physique, pas juste cliquer sur une souris. Mon père gloussait, comme si c'était une blague entre eux. Il n'a pas tort, a-t-il dit une fois. Si le courant est coupé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es pas vraiment essentiel. J'avais envie de hurler. À la place, j'ai juste hoché la tête, et j'ai continué d'avancer. Une nuit, je suis monté au rez-de-chaussée après un long service. J'avais passé la journée à éteindre des incendies, des pannes de serveurs, des attaques de phishing, 2 collègues absents pour maladie. J'étais grillé. Je voulais juste me faire un sandwich, et regarder quelque chose d'abrutissant à la télé. Mais, quand j'ai ouvert le frigo, la moitié de ce que j'avais acheté avait disparu. Mes shakers de protéines, mon poulet, mes repas préparés. Tout avait disparu. Je me suis retourné, et j'ai vu Tyler sur le canapé. Il était torse nu, et il rotait ce que je savais pertinemment être ma nourriture. De rien, a-t-il dit, sans même détacher les yeux de la télévision. Je lui ai d'abord demandé calmement pourquoi il continuait à prendre mes courses, alors qu'il ne contribuait à rien. Il a juste ri. Ce qui est à moi est à toi, frérot. C'est à ça que sert la famille. J'en ai parlé à mes parents ce soir-là, pendant le dîner. Sans ton accusateur, et même sans colère. J'ai juste demandé si nous pouvions établir des limites. Peut-être étiqueter la nourriture, faire un planning, trouver une solution. C'est à ce moment-là que mon père a frappé du poing sur la table. Tu te comportes comme un foutu invité dans ta propre maison, a-t-il lâché, cinglant. Tu te crois meilleur que ton frère, juste parce que tu as un boulot de bureau et un certificat? Tu serais à la rue sans nous. Tu vis ici parce que nous te le permettons. Ne l'oublie pas. Je n'ai pas dit un mot. Pas à ce moment-là. Je me suis juste levé, j'ai marché jusqu'au sous-sol, j'ai fermé la porte, et je me suis assis sur mon lit pendant un long moment. Quelque chose, cette nuit-là, semblait différent. Ce n'était pas la première fois que mon père sortait cette carte, mais cette fois, la douleur n'était pas la même. Cela ne ressemblait pas à un échec. Cela ressemblait à une prise de conscience. C'est à cet instant précis que j'ai su que je n'allais pas rester ici beaucoup plus longtemps. Mais, si je devais partir, je n'allais pas le faire en silence. Et, très certainement, je n'allais pas continuer à financer leur vie, pendant qu'ils me traitaient comme la dernière roue du carrosse. Alors, j'ai commencé à planifier. Et 2 mois plus tard, quand les lumières ont commencé à clignoter en plein milieu de leur soirée cinéma, et que leurs cartes de crédit ont commencé à être refusées à droite et à gauche, ils ont enfin réalisé que quelque chose n'allait pas. Mais, à ce moment-là, j'étais déjà parti. Et ce que j'ai fait avant de partir? Eh bien, disons juste qu'ils ne s'y attendaient pas du tout. Je ne suis pas parti le lendemain. J'en avais envie. Après l'éclat de mon père au dîner, quelque chose en moi s'était grand ouvert, comme une fracture. C'était comme si je m'étais enfin réveillé, après des années passées à essayer de gagner leur respect. À essayer d'être le bon fils, celui qui payait son loyer, préparait les repas, s'occupait du jardin, et souriait face au manque de respect, comme si cela faisait simplement partie du fait de grandir. Mais, en m'asseyant dans ma chambre au sous-sol cette nuit-là, en fixant le mur de béton gris à côté de mon bureau, j'ai réalisé qu'il me fallait un plan. Pas juste une fuite. Partir ne consistait pas seulement à faire un sac. Mon nom figurait sur beaucoup plus de choses que je ne voulais bien l'admettre. Le Wi-Fi familial était à mon nom. La facture d'électricité était divisée sur mon compte en ligne, mais j'étais le seul à la payer à temps. Les services de streaming étaient tous sur mes cartes. La nourriture dans le frigo était la mienne, et la moitié disparaissait en l'espace d'une journée. À un moment donné, sans même m'en rendre compte, j'étais devenu une béquille pour toute la maison.
Que ce soit financièrement, émotionnellement, ou sur le plan logistique. Et ce n'est pas comme s'il s'en apercevait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les bruits de pas lourdela à l'étage. Apparemment, ses AirPods avaient disparu. J'ai monté les escaliers, et je me suis retrouvé face à un véritable interrogatoire. « C'est toi qui les as pris ?» a-t-elle demandé. Elle se tenait dans le couloir, les bras croisés, et me fusillait du regard, comme si j'étais le principal suspect. « Parce que je t'ai emprunté ton enceinte la semaine dernière, je ne te l'ai jamais rendue, et tu t'es mis en colère. » Je l'ai fixé du regard. C'était donc ça, sa logique. Elle m'avait fait du tort, alors, forcément, je devais me venger. Je n'ai rien pris. Demande à Tyler. Elle a ricané, et s'est éloignée en marmonnant quelque chose dans sa barbe, qui ressemblait beaucoup à une insulte. Je n'ai même pas scié. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une demande Venmo de ma mère. 48,67 € pour les courses de la maison. Aucune explication, aucune discussion préalable. Juste une exigence, sous la forme d'une demande de paiement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que j'avais déjà fait les courses 2 jours plus tôt, et que j'avais dépensé 80 € de mon propre argent pour des produits essentiels. Des œufs, du lait, du poulet, du savon. Des choses pour lesquelles personne ne me remerciait, et que je regardais disparaître en un temps record. J'ai décliné la demande. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un texto. « Maman, tu as refusé le paiement exprès ?» Moi, oui. « Maman, ce n'est pas correct, Lucas. Nous devons tous contribuer. » Moi, je contribue. Je viens juste d'acheter des courses. « Maman, c'était ton choix. Ça, c'est pour les choses que j'ai achetées. Moi, je n'ai rien demandé de tout ça, et personne n'a proposé de partager ce que moi j'ai acheté. » Elle n'a pas répondu après ça. Mais ce soir-là, pendant le dîner, il y avait une énergie différente, plus froide. Ma mère ne m'a pas adressé la parole. Mon père se raclait la gorge agressivement toutes les quelques minutes, comme s'il mourait d'envie de dire quelque chose, mais essayait de se retenir. Ella avait sorti son téléphone, et prenait des photos de la purée de pommes de terre, probablement pour publier une fausse histoire de complicité familiale. Et puis, Tyler a décidé de jouer les provocateurs. « J'ai entendu dire que tu ne remboursais pas maman », a-t-il lancé d'un ton désinvolte, en piquant son poulet. Je n'ai pas répondu. C'est plutôt bas, sachant qu'elle t'a élevé. Je suis resté silencieux. « Lucas », a dit mon père, d'une voix tranchante. « Réponds à ton frère. » Je n'ai à répondre à personne à cette table, comme si on était dans un tribunal, ai-je répliqué. « Tu es sous notre toit », a cinglé mon père. « Quand on te pose une question, tu réponds. » Je me suis levé. Alors peut-être que je ne serai plus sous votre toit très longtemps. Ma mère a finalement pris la parole. « Et où vas-tu aller, Lucas ? Tu crois que tu es prêt à être tout seul ? Tout ce que tu as, c'est grâce à nous. » Et voilà, le mot était lâché. Grâce à nous. Comme si mon emploi, mes économies, mes nuits blanches à étudier pendant qu'il dormait à l'étage. Comme si rien de tout cela ne comptait. Comme si on m'avait accordé une bourse pour vivre, et qu'ils en étaient les généreux donateurs. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai quitté la table, et je suis redescendu directement au sous-sol. Cette nuit-là, j'ai commencé à faire des calculs. J'ai regardé mon compte en banque, j'ai estimé ce qu'il me faudrait pour prendre un petit appartement, et j'ai commencé à parcourir les annonces de studios à louer, de l'autre côté de la ville. J'ai appelé quelques amis, discrètement, prudemment. Juste pour leur poser des questions sur leurs immeubles, et sur les disponibilités. J'ai créé une liste de tâches, transféré le Wi-Fi, supprimé les paiements automatiques, séparé mes cartes bancaires de leurs factures. Je savais qu'il me faudrait quelques semaines pour me détacher de tout ça. Mais j'étais déterminé à bien faire les choses. À partir proprement, en silence, sans brûler les ponts. Mais sans avoir jamais l'intention de les retraverser. La semaine suivante, j'ai commencé, lentement, à retirer les services publics de mon nom. J'ai contacté le fournisseur d'accès à Internet, et je leur ai dit que je déménageais. Ils m'ont donné une date de coupure, dans 2 semaines. Parfait. Pour l'électricité, j'ai envoyé un email pour me retirer en tant qu'utilisateur principal, et laisser le compte passer par défaut au nom du foyer. Mon père recevrait la prochaine facture,
il finirait bien par comprendre. Pendant ce temps, la vie à l'étage suivait son cours habituel. Tyler continuait à manger mes courses. Elle m'a emprunté mon casque audio, et ne me l'a jamais rendu. Ma mère m'a envoyé une autre demande Venmo, pour 23,14 € cette fois. Je l'ai ignorée. Puis, on a atteint le point de rupture. C'était un jeudi soir. J'avais passé la majeure partie de la journée en réunion, et je suis monté à l'étage juste au moment où le dîner se terminait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la nourriture pour moi, à ce stade, je cuisinais de toute façon mes propres repas. Mais, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Des rires. Le genre de rire que je n'avais pas entendu depuis un moment. Cette fausse joie familiale, un peu bizarre, qui ne faisait surface que lorsque quelque chose de croustillant se passait. Mon père était assis en bout de table, tout sourire. Tyler faisait défiler l'écran de son téléphone. Ma mère arborait un petit sourire suffisant, et elle a lui chuchoté quelque chose, de l'autre côté de la table. En entrant dans la cuisine, j'ai vu l'enveloppe. Elle était ouverte. Mon nom était sur le devant. Je l'ai ramassé, et j'ai vu le logo de mon entreprise. C'était ma dernière fiche de paie. Ils avaient ouvert mon courrier. Je suis resté figé. Ma poitrine s'est serrée, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Vous savez, cette sensation que l'on a quand on se sent observé. Lucas, a dit mon père, tu ne nous avais pas dit que tu gagnais autant. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé l'enveloppe ouverte. Je n'ai rien dit. Peut-être que tu devrais payer un peu plus de loyer, a-t-il continué, l'air suffisant. On galère tous, ici. J'ai regardé ma mère. Vous avez ouvert mon courrier. Elle a eu l'audace de hausser les épaules. C'est arrivé chez nous. C'était à notre adresse. On était juste curieux, a ajouté Tyler. Détends-toi. C'est pas comme si on avait piraté ton compte en banque. Vous avez franchi une limite, ai-je dit, d'une voix basse, mais dure. Oh, ne sois pas si dramatique, a lâché mon père. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Tu crois que tu peux nous cacher des choses, maintenant? J'ai reculé d'un pas, les poings serrés. Pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, de plus définitif. Il n'y avait pas de retour en arrière possible après ça. Ils avaient violé mon intimité, ri de ma réussite, et maintenant, ils l'utilisaient comme une arme contre moi. C'est à ce moment-là que l'idée s'est définitivement solidifiée dans mon esprit. Pas seulement de partir, mais de vraiment partir. De reprendre tout ce que je leur avais donné, et de tirer la nappe d'un coup sec, sous leurs pieds. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai dit, d'accord. Ils m'ont tous regardé, confus. Qu'est-ce que ça veut dire, a demandé ma mère. Ça veut dire que vous avez raison, ai-je répondu, en m'éloignant. Je ne devrais pas vous cacher des choses. Et puis, je suis sorti de la pièce. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que j'avais déjà trouvé un appartement. Que j'avais déjà signé un bail. Que, dans 3 jours, je déménageais, et que j'emportais avec moi la moindre petite chose que j'avais payée. Et que, quand les factures commenceraient à être rejetées, que le frigo serait vide, et que leur Amazon Prime cesserait de fonctionner, ils comprendraient exactement ce que je voulais dire. Mais je n'en avais pas encore fini. Parce qu'il y avait une dernière chose que j'allais faire avant de partir, quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas vraiment. Je suis resté allongé sur mon lit, tout habillé, à fixer le plafond. Le bourdonnement sourd du ventilateur de mon serveur, à côté du bureau, me tenait compagnie. Mon esprit repassait tout en boucle, le sourire en coin de mon père, le rire de Tyler, mon courrier ouvert, posé sur le comptoir comme s'il appartenait à tout le monde, sauf à moi. Il y avait cette lourdeur dans ma poitrine. Le genre de lourdeur qui ne venait pas exactement de la tristesse, mais de l'épuisement. Des années à essayer de maintenir la paix, à essayer d'être le fort de la famille, le pourvoyeur, le réparateur. Tout cela m'avait érodé à petit feu, jusqu'à ce qu'il ne me reste presque plus rien à donner. Et maintenant, ils en voulaient encore plus. 3 jours. C'était tout le temps que j'avais pour tout préparer. J'avais déjà signé le bail d'un petit appartement d'une chambre, à la périphérie de la ville. Rien d'extravagant. Au 2e étage d'un vieil immeuble, le genre d'endroit sur lequel on ne se retourne pas depuis la rue. Mais c'était propre,
calme, et, surtout, c'était à moi. Pas de sous-sol, pas de soupir passif-agressif à travers le plafond. Pas de réunion de famille déguisée en intervention. Juste un espace où mes affaires resteraient là où je les avais laissées, et où mes chèques de paie m'appartiendraient. Mais je ne pouvais pas simplement sortir par la porte d'entrée. Cela aurait été trop facile. Je devais bouger silencieusement, méthodiquement. S'ils sentaient que quelque chose se préparait, ils essaieraient de le saboter. Peut-être pas directement, mais de ces petites manières subtiles, qu'ils avaient perfectionnées au fil des ans. Lucas, on a besoin de ton aide pour cette facture. Lucas, tu peux conduire Ella à l'école? Lucas, le Wi-Fi est en panne. Tu peux les rappeler. Juste assez pour me ralentir. Juste assez pour que je reste utile. Alors, j'ai agi en silence. Le vendredi, j'ai programmé la coupure du Wi-Fi pour le lundi matin. J'ai annulé les services de streaming que je payais, Netflix, Hulu, Disney+, tout y est passé. Ils étaient tous liés à mon adresse email. Ils ne sauraient même pas pourquoi ça ne marchait plus, jusqu'à ce que l'écran de profil, qui regarde, refuse de se charger. J'ai arrêté les paiements automatiques pour l'électricité et le gaz. J'ai basculé mon compte Amazon vers un point relais, près de mon nouvel appartement. J'ai même changé l'adresse de facturation sur ma carte de débit. Fini les boîtes aux lettres partagées. Le samedi, j'ai emballé mes affaires lentement, un peu à la fois. Quelques livres par-ci, mes disques durs par-là. J'ai mis mon écran en carton, et j'ai laissé mon écran de secours branché, pour que ça ne paraisse pas suspect. À chaque fois que je sortais un chargement vers ma voiture, j'allais me garer une rue plus loin, juste au cas où quelqu'un jetterait un œil par la fenêtre. J'avais l'impression de m'enfuir en douce d'un endroit d'où je n'étais jamais censé m'échapper. Et puis, le dimanche est arrivé. Je suis parti tôt, avant que quiconque ne soit levé. J'ai pris le dernier chargement, mes vêtements, une serviette, des ustensiles de cuisine. La dernière chose que j'ai attrapée, c'était un cadre photo sur mon bureau. C'était une photo de moi à la remise des diplômes, mon chapeau était de travers, mon sourire incertain. Mes parents se tenaient derrière moi sur cette photo, les mains sur mes épaules. À l'époque, je pensais que ça signifiait du soutien. Maintenant, je le voyais différemment. C'était comme s'ils me maintenaient vers le bas. J'ai posé le cadre face contre le bureau, et puis j'ai conduit. Il m'a fallu moins de 15 minutes pour arriver à mon nouvel appartement. Mais ces 15 minutes m'ont paru plus longues que les 15 dernières années. Chaque feu rouge était un compte à rebours. Chaque virage était un pas de plus vers quelque chose de plus grand qu'une simple nouvelle adresse. C'était la liberté, ou, du moins, l'espoir d'en avoir une. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, ça sentait la peinture et la poussière. Les meubles que j'avais commandés n'arrivaient que mardi, alors, pour l'instant, il n'y avait que moi, 2 cartons, et un matelas acheté d'occasion. Mais c'était calme, paisible. Je pouvais entendre le son lointain d'un chien qui aboyait dans la cour. Quelqu'un, à l'étage du dessus, regardait un match de basket. Ça ne me dérangeait pas. Ce n'était pas hostile. Ce n'était pas un silence miné. C'était normal. Je me suis assis par terre pendant un long moment, ce jour-là. Adossé au mur, l'ordinateur portable ouvert, je regardais la lumière du soleil ramper sur le parquet. Et, pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis pas senti minuscule. Mais on ne se reconstruit pas en un seul après-midi. Cette première semaine a été difficile sur le plan émotionnel. Je veux dire, il y a quelque chose de terrifiant à s'asseoir seul dans un appartement vide, sans personne pour demander ce qu'on mange ce soir, ou comment s'est passée la journée. Je n'étais pas habitué à un silence qui ne montrait pas les dents. Mon esprit n'arrêtait pas de faire des flashbacks sur chaque conversation que j'avais eue avec ma famille. Sur chaque fois où j'avais laissé passer quelque chose. Sur chaque moment où je les avais laissés me rabaisser. Sur chaque fois où j'avais pensé, peut-être que si j'essaie juste un peu plus fort, ils me verront. J'ai réalisé quelque chose de douloureux, cette semaine-là. Ils me voyaient. C'est juste qu'ils ne m'accordaient aucune valeur. Et ça faisait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Vers le 3e jour, je me suis surpris à tendre la main vers mon téléphone, m'attendant presque à voir un texto de ma mère me demandant si j'allais bien, ou mon père me proposant une de ces bizarres excuses détournées. Mais il n'y avait rien. Juste le silence, comme si je n'avais jamais existé dans cette maison. Cela aurait dû me mettre en colère.
Au lieu de ça, cela m'a rendu déterminé. J'ai commencé à travailler plus dur, et plus intelligemment. J'ai restructuré mes horaires de travail, j'ai installé un meilleur poste informatique, j'ai rédigé un nouveau CV, juste au cas où je voudrais grimper les échelons ailleurs. Je me suis inscrit à un cours en ligne pour une certification en audit de cybersécurité, quelque chose que je repoussais depuis plus d'1 an. Sans leur bruit dans ma tête, je pouvais à nouveau réfléchir. Je dormais mieux, aussi. Fini les réveils à cause de la musique d'Ella, ou des grincements de la chaise de gamer de Tyler à 3 heures du matin. Chaque petite victoire commençait à prendre de l'ampleur. Cuisiner mes propres repas, gérer mon propre emploi du temps, regarder un film sans que quelqu'un ne fasse irruption. Ça a l'air ridicule, mais la liberté a un goût, et j'étais enfin en train de la prendre. Puis, les messages sont arrivés. Ils ne se sont pas rendus compte que j'étais parti, jusqu'à ce que le courant soit coupé. D'abord, ce fut ma mère. Maman, Lucas, l'électricité ne marche pas. Tu peux appeler la compagnie? Maman, Lucas, on est assis dans le noir. Tu as oublié de payer? Je n'ai pas répondu. Ensuite, Tyler a envoyé un message. Tyler, frérot, le Wi-Fi est en panne. C'est quoi ce bordel? Tyler, t'es au moins à la maison. Tyler, maman panique complètement. Je n'ai toujours rien dit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 6 appels manqués, et un message vocal de mon père. Sa voix était différente. Moins sûre d'elle. Cette fausse autorité était dépouillée, remplacée par de l'incertitude. Lucas, écoute, il faut qu'on parle. Les choses sont devenues un peu compliquées. Il y a eu un malentendu. De toute évidence, tu ne peux pas juste tout couper comme ça. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Rappelle-moi. J'ai fixé le téléphone. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les familles. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il m'avait fait subir pendant des années. Émotionnellement, financièrement, spirituellement. L'ironie aurait été drôle, si elle ne piquait pas autant. Une semaine s'est écoulée, puis une autre. J'ai arrêté de vérifier leurs messages. Je me suis concentré sur mes cours, j'ai amélioré mes performances au travail. Mon manager l'a d'ailleurs remarqué, et m'a accordé une prime. Il a dit qu'il aimait la nouvelle énergie que j'apportais à l'équipe. J'ai souri, et j'ai dit « merci ». Mais, à l'intérieur, je connaissais la vérité. Je ne travaillais pas juste mieux. Je vivais mieux. Chaque jour, je prenais un peu plus de distance avec la version de moi-même qui vivait dans ce sous-sol. Cette version qui n'arrêtait pas de se demander « Pourquoi ne peuvent-ils pas m'aimer comme je les aime ?» Cette version qui se faisait toute petite, pour maintenir la paix. Cette version qui payait un loyer, juste pour éviter d'être traité d'ingrate. Il était parti, maintenant. Et à sa place, il y avait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui venait d'apprendre à quel point il est puissant de dire « j'ai fini ». Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que, juste au moment où je pensais pouvoir enfin passer à autre chose, il s'est passé un truc. Quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Quelque chose qui m'a fait réaliser que tout cela n'était plus seulement une question de départ. Il s'agissait de m'assurer qu'il ne traiterait jamais quelqu'un d'autre de la façon dont il m'avait traité. Et j'avais le pouvoir de le faire. Parce que je savais des choses, qu'ils ne pensaient pas que je me rappelais. J'avais accès à des comptes, qu'ils avaient oublié que je gérais. Et quand j'ai vérifié mon ancienne boîte de réception, un soir au hasard, par simple curiosité, j'ai vu un fil de discussion qui m'a glacé le sang. Une vieille chaîne de mes oubliés, entre mon père et quelqu'un à qui il devait de l'argent. Un compte auquel j'étais autrefois lié. Et, enfoui dans ce fil de discussion, se trouvait la véritable raison pour laquelle il était si en colère que je sois parti. Ce n'était pas seulement pour l'argent que je rapportais. C'était pour l'argent dont il avait besoin, et le secret qu'il cachait depuis des années. Et soudain, les règles du jeu ont changé. Il pensait que j'avais juste tourné les talons. Mais non. Je ne faisais que commencer. Je m'étais assis à mon bureau, dans le nouvel appartement, entouré par la douce lueur bleue de mes 2 écrans, et par un calme qui ne semblait toujours pas réel. Cela faisait presque un mois que j'étais parti, et la plupart du temps, j'avais l'impression d'enfin expirer, après avoir retenu mon souffle pendant des années. Mais cette nuit-là, après avoir lu l'email enfoui au fond de mon ancienne boîte de réception, je n'étais pas calme. Je n'étais pas libre.
J'étais concentré. L'email datait de près de 2 ans. Un avis de recouvrement de créances. Mon père avait utilisé mon nom, et mon crédit, pour ouvrir une ligne de crédit conjointe, destinée à un projet de rénovation de la maison, qu'il n'avait jamais terminé. Le solde était modeste à l'époque, un peu moins de 3 000 €, mais il avait augmenté. Les intérêts, les paiements manqués, les pénalités de retard. L'agence de recouvrement avait cessé de m'envoyer des emails directement, parce que j'avais changé de compte, mais mon nom était resté associé à la dette. Ils ne l'avaient pas retiré. Ils ne me l'avaient même pas dit. Et maintenant, je savais pourquoi ils paniquaient, après mon départ. Il ne s'agissait pas de moi coupant le Wi-Fi, ou annulant l'abonnement Netflix. Il s'agissait de perdre l'accès à la personne qui était, sans le savoir, liée à son gâchis financier. Il n'avait pas seulement profité de ma présence. Il avait construit un filet de sécurité avec mon dos. Discrètement, égoïstement, et illégalement. Mes mains tremblaient, pendant que je cliquais pour faire défiler le vieux fil de discussion. J'avais de vagues souvenirs d'avoir signé quelque chose pour la maison, quand j'avais environ 23 ans. À l'époque où je faisais encore les gardes de nuit, et que j'espérais emménager dans la chambre d'amis à l'étage. Il m'avait dit que c'était juste une formalité administrative, pour ajouter de la valeur à la maison. J'étais naïf, fatigué, confiant, et j'avais signé. Maintenant, je comprenais. Mon père m'avait lié à une ligne de crédit, sans me dire ce que c'était réellement. Il n'avait pas fait un seul paiement dessus, depuis plus de 6 mois. Et parce que j'avais déménagé, et arrêté de faire suivre mes anciens emails, je n'avais pas vu les nouveaux avis s'accumuler. Si je n'avais pas vérifié cette boîte de réception, je ne l'aurais peut-être jamais su. Mais maintenant je savais, et ça changeait tout. Je me suis reculé dans ma chaise, en fixant l'écran, le cœur battant à tout rompre. Une partie de moi voulait crier. Une autre partie voulait l'appeler, exiger des réponses, le menacer de poursuites judiciaires, le forcer à avouer. Mais je ne l'ai pas fait. Ce n'était plus moi, ça. Les explosions émotionnelles ne m'intéressaient pas. C'est la stratégie qui m'intéressait. Alors, j'ai élaboré un plan. L'étape numéro 1 consistait à tout rassembler. J'ai imprimé le fil de mai, j'ai sauvegardé toutes les pièces jointes, et j'ai sorti mon dossier de crédit. Et c'était là. Juste sous la rubrique « Comptes ouverts », une ligne de crédit renouvelable conjointe, avec un solde de 6 882,47 € et un taux d'utilisation du crédit à me faire grincer des dents. Cela tirait ma note vers le bas, discrètement, en empoisonnant mon avenir financier. Il pensait que je ne le découvrirais pas. Il se trompait. J'ai appelé la société de crédit le lendemain. Calme, poli, professionnel. J'appelle au sujet d'une ligne de crédit conjointe qui a été ouverte à mon nom. Je dois demander les documents, et contester formellement l'existence de ce compte. Le conseiller a fait une pause. Êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas autorisé l'ouverture de ce compte? J'ai signé un document, en ayant l'impression qu'il s'agissait d'autre chose, ai-je répondu prudemment. J'ai besoin de revoir la demande initiale, et la déclaration de motifs. Ils me l'ont envoyé dans l'heure. C'était là. Ma signature, mon numéro de sécurité sociale, et l'écriture de mon père, remplissant le reste. J'ai ensuite appelé une amie, Cara. Nous ne nous étions pas parlé depuis quelques mois, mais elle travaillait dans le droit de la consommation. Quand je lui ai expliqué la situation, elle n'a pas eu l'air surprise. Ça arrive plus souvent que tu ne le penses, a-t-elle dit. Surtout dans les familles. Est-ce que c'est illégal? C'est une zone grise, selon ce que tu as signé, mais tu peux déposer une réclamation. Et si tu veux vraiment riposter, tu peux geler ton crédit, demander une protection contre l'usurpation d'identité, et forcer le réexamen du compte. Est-ce que ça l'affecterait, lui? Elle a hésité. Si le compte n'était payé que par lui, et que tu contestes ta part, il sera entièrement responsable, et cela déclenchera une enquête complète sur les paiements manqués. Ça pourrait couler son crédit. J'ai hoché la tête, lentement. Parfait. Cara a fait une pause. Lucas, c'est de la vengeance? J'ai eu un faible sourire. Non, c'est l'étape numéro 1. Elle a ri doucement. Tu as toujours été du genre silencieux. Plus maintenant. J'ai passé la semaine suivante à compiler des dossiers. Des copies de chaque facture d'électricité ou d'internet que j'avais payé en vivant à la maison.
Des captures d'écran de chaque transfert Venmo à ma mère, des fils de discussion par texto, des emails. J'ai créé une chronologie, une trace écrite qui montrait exactement à quel point j'avais contribué au fil des ans, jusqu'où allait mon implication, et le peu de reconnaissance que j'avais reçu en retour. Ce n'était pas juste une petite feuille de compte mesquine. C'était la preuve d'une exploitation. De leur dépendance envers moi. De leur intention. Je n'allais pas les poursuivre en justice. Pas encore. Ce n'était pas le but. Mais je voulais un levier de pression, un vrai. Parce que, si je pouvais vivre avec la façon dont ils m'avaient traité émotionnellement, je ne pouvais pas accepter qu'ils sabotent mon crédit et mon avenir, dans mon dos. Ça, c'était franchir une ligne que même eux ne pouvaient pas effacer en me manipulant. L'étape suivante était plus subtile. Ma mère m'avait toujours sur sa liste de contacts d'urgence, pour son travail, pour l'école d'Ella, et même sur le calendrier en ligne partagé, qu'elle utilisait pour les événements familiaux. J'ai commencé à m'en retirer. Silencieusement, je me suis retiré de tous les systèmes auxquels je pouvais penser. Son lieu de travail? J'ai envoyé un email aux ressources humaines, et j'ai révoqué l'autorisation de me contacter. L'école d'Ella? Je me suis connecté au portail, et j'ai supprimé mon accès. Le calendrier? Verrouillé. Puis, ce fut le tour de Tyler. Il n'avait pas payé ses impôts depuis 2 ans. Et je le savais, parce que je l'avais aidé à faire sa déclaration l'année d'avant. Il me demandait sans cesse de jeter un œil à ses papiers chaque fois qu'avril approchait, mais il n'allait jamais jusqu'au bout. Là, je me suis connecté au logiciel que nous utilisions, qui était toujours sous mon adresse email, et j'ai vu un brouillon de déclaration d'impôt, posé là, intact. Aucun revenu déclaré. Et je savais quelque chose qu'il ignorait. Si vous laissez passer une année sans déclarer, et que vous soumettez ensuite une déclaration qui montre des revenus non déclarés précédemment, le fisc le remarque très vite. Alors, j'ai soumis un signalement anonyme et discret, via leur site de dénonciation. Je n'essayais pas de ruiner sa vie. Je coupais simplement le cordon. Puis, il y a eu Ella. Elle était trop jeune pour faire quoi que ce soit de dommageable, mais je savais qu'elle utilisait mon ancien compte Spotify, qui était toujours connecté sur son iPad. Alors, j'ai changé le mot de passe. Pareil pour le compte Disney+, qu'elle utilisait pour regarder ses séries préférées. J'ai déconnecté tout le monde, changé l'email, et mis en place la double authentification. Elle m'a envoyé un texto le lendemain. Et là, c'est toi qui m'as déconnecté de Spotify? Je l'ai ignoré. Et là, c'est vraiment nul de ta part. J'ai ignoré ça aussi. 2 heures plus tard, j'ai reçu un message de ma mère. Maman, que se passe-t-il avec les comptes? J'ai répondu une seule fois. Moi, je passe à autre chose. Aucune réponse après ça. Et puis, finalement, est venue la confrontation. Je suis rentré tard, un vendredi soir, après avoir fait des courses. L'immeuble où j'habite est petit, seulement 8 appartements, et il n'y a pas d'interphone. Juste une porte d'entrée principale verrouillée, avec de vieilles boîtes aux lettres empilées à côté. J'étais en train de jongler avec mes sacs, quand j'ai vu une voiture se garer. Une Honda argentée. Familière. Mon père. Il est sorti comme s'il était le propriétaire des lieux. Ses yeux scrutaient les environs, jusqu'à ce qu'il me repère. Lucas, a-t-il appelé. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé, je l'ai juste regardé. Il s'est approché. On a fait des erreurs. D'accord, je comprends. Tu es contrarié. Mais cette façon de disparaître, ce traitement par le silence, ce n'est pas juste. Tu n'as pas le droit d'abandonner ta famille, juste parce que tu as passé une mauvaise semaine. J'ai posé les courses sur le perron. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit calmement. J'ai quitté une situation toxique. Tu as fui tes responsabilités, a-t-il rétorqué. Tu as laissé des choses inachevées. Non, ai-je répondu. C'est toi qui as laissé des choses inachevées, quand tu as utilisé mon nom pour ouvrir une ligne de crédit, et que tu ne me l'as jamais dit. Quand tu m'as laissé payer vos factures, et que tu ne m'as jamais remercié. Quand tu as ouvert mon courrier. Et que tu as ri de mes revenus comme s'ils t'appartenaient. Sa mâchoire s'est contractée. Nous sommes ta famille, et tu m'as traité comme un outil, a-t-il soufflé avec mépris. Tu te prends pour la victime? Tu n'aurais pas obtenu la moitié de ce que tu as,
si ce n'était pas grâce à nous. Non, ai-je dit, en passant devant lui. Vous n'auriez pas survécu à ces 3 dernières années, si ce n'était pas grâce à moi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas juré. Je n'ai même pas claqué la porte. Mais j'ai bien vu que je l'avais touché là où ça faisait mal. Parce que, pour la première fois de ma vie, mon père a eu l'air sans voix. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'avait plus le contrôle. C'était moi qui l'avais. Et je n'en avais pas encore fini. Parce que la dernière étape de mon plan allait les frapper là où ça comptait vraiment. Pas émotionnellement, pas numériquement, mais légalement. Et j'avais exactement ce qu'il fallait en préparation. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'en avais pas besoin. Je l'ai laissé se refermer derrière moi, avec la même calme finalité que j'avais appris à adopter dans chaque interaction, depuis que j'avais quitté cette maison. Mon père est resté planté devant l'immeuble, fixant la porte verrouillée comme s'il n'arrivait pas à y croire. Comme si ce même fils, qui avait l'habitude d'écouter ses sermons en silence et de réparer le Wi-Fi à minuit, venait tout simplement de lui dire de partir. Et c'est ce que j'avais fait. Le lendemain matin, j'ai préparé du café en paix. Je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur portable, la lumière du soleil douce sur le rebord de la fenêtre, et j'ai ouvert la dernière pièce de mon plan, le formulaire de contestation de crédit. J'avais déjà soumis ma plainte initiale, et les documents justificatifs, des semaines auparavant. Mais ceci était l'étape finale. La case, activité frauduleuse. La déclaration sous serment. Les preuves à l'appui que mon nom avait été utilisé sans consentement approprié, et que j'avais été trompé, sous le couvert de la confiance et de la famille. Il ne s'agissait plus seulement de ma note de crédit, désormais. Il s'agissait de faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais recommencer. Je l'ai soumis, et je me suis adossé à mon siège. C'était fait. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'email. Le compte avait été signalé, mon nom retiré, et tout l'impact négatif sur mon crédit avait été annulé. Le solde avait été réattribué uniquement à l'autre partie du compte, mon père. Il a reçu l'avis quelques jours plus tard. Je n'en ai pas entendu parler directement, bien sûr, mais Cara m'a envoyé un texto. Cara, est-ce que tu viens de faire pleurer quelqu'un à la banque? Moi, c'est possible. Apparemment, il avait essayé de contracter un petit prêt, probablement pour couvrir une autre facture en retard. Refusé. Pas seulement à cause des paiements manqués, mais parce que, maintenant, tout le poids de la dette reposait sur lui. Plus de responsabilités partagées, plus de plans de secours. Il était furieux, et impuissant. Parce que cette fois, je n'étais pas là pour réparer les dégâts, et que je n'en avais pas fini. J'ai déposé une déclaration sous serment de protection d'identité auprès du fisc. J'ai fait signaler mon nom, pour empêcher toute nouvelle déclaration non autorisée, et j'ai demandé un examen de toutes les récentes soumissions fiscales liées à mon numéro de sécurité sociale. Je savais que Tyler n'avait pas fait de déclaration correcte depuis des années. Et s'il essayait un jour de réutiliser mes informations pour accéder à d'anciens documents, ou à des estimations de remboursement, il se heurterait à un mur. L'école d'Ella a fini par appeler pour vérifier la liste des contacts d'urgence. Je leur ai dit de me supprimer définitivement. Je ne suis pas disponible, ai-je dit, aussi poliment que possible. Si ces tuteurs légaux ont besoin d'aide, ils devront s'en occuper eux-mêmes. C'était la première fois que je prononçais ces mots à voix haute. Tuteurs légaux. Pas mes parents, pas ma famille. Juste des gens. Des gens avec qui je vivais autrefois. Les retombées sont arrivées lentement, après ça. D'abord, j'ai reçu une série de textos désespérés de ma mère. De longs textos, chargés d'émotions. Un peu de culpabilisation, beaucoup de confusion. Maman, je ne comprends pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Tu as toujours été si responsable, si gentil. Maintenant tu as juste disparu. Maman, nous sommes tes parents. Est-ce que ça ne signifie plus rien? Maman, on galère, ici. Tyler n'a pas trouvé de travail. Les notes d'Ella sont en chute libre. Ton père a tellement de pression. S'il te plaît, parle-nous, juste. Je n'ai pas répondu. Parce que j'avais parlé. J'avais essayé, pendant des années. C'est juste qu'il n'avait pas écouté. Le silence était ma réponse, maintenant. Finalement, le ton des messages a changé. Maman, on a besoin de ton aide. Juste pour un petit moment.
Tu t'en sors bien, on le voit. C'est égoïste de garder ta réussite pour toi pendant que ta famille souffre. Maman, ne pense pas qu'on ne dira pas aux gens ce que tu as fait. Tu nous as laissé tomber, Lucas. Les gens posent des questions. Ne nous oblige pas à dire des choses qu'on ne pourra pas retirer. Ah, la voilà. La manipulation, ponctuelle comme une horloge. Je n'ai toujours rien dit. Mais j'ai fait une dernière chose. Quelques mois auparavant, j'avais créé un disque dur partagé, à l'époque où je gérais encore une grande partie des trucs informatiques de la famille. Des photos, des dossiers d'impôts, des documents scannés, des reçus. C'était devenu une sorte de tiroir fourre-tout numérique, que personne n'entretenait, mais sur lequel tout le monde comptait. Je m'y suis connecté une dernière fois, et j'ai tout effacé, à l'exception d'un seul dossier. Je l'ai intitulé « Contribution ». À l'intérieur, j'ai téléchargé les PDF de chaque reçu de course que j'avais payé. Chaque virement pour le loyer. Des captures d'écran de moi réglant les factures. Des captures d'écran des vieux devoirs d'Ella, que je restais éveillé pour l'aider à faire quand mes parents étaient de sortie. Chaque emploi pour lequel j'avais aidé Tyler à postuler. Et même, un enregistrement vidéo de mon écran, faisant défiler le fil de mes montrant mon père ouvrant cette ligne de crédit à mon nom. J'ai inclus une note. Voici ce que j'ai fait pour vous. Pas parce que vous le méritiez, mais parce que j'ai pensé, pendant très longtemps, que l'amour se gagnait par le sacrifice. Je ne pense plus cela aujourd'hui. J'espère qu'un jour, vous comprendrez ce que ça signifie. Ensuite, je me suis retiré en tant que collaborateur. J'ai changé de numéro de téléphone peu de temps après. Quelques semaines supplémentaires se sont écoulées, et le silence s'est prolongé. Je me suis reconstruit en paix. Mon appartement s'est lentement rempli de meubles qui ne semblaient ni empruntés, ni temporaires. Un vrai cadre de lit, une table à manger, une bibliothèque remplie d'autres choses que des manuels d'informatique. J'ai commencé à organiser des soirées cinéma décontractées le vendredi, avec quelques amis. Je n'avais pas besoin de demander la permission. Personne ne me demandait de baisser le son, ou de faire des courses d'abord. Je vivais pleinement, et calmement, pour la première fois de ma vie d'adulte. Une nuit, j'ai reçu un appel de Cara. Je pensais que tu devais savoir, a-t-elle dit, la voix teintée d'amusement. Ton père a déposé une plainte. Il a affirmé que tu avais induit l'agence de crédit en erreur. J'ai ri doucement. Bien sûr qu'il l'a fait. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont enquêté, et n'ont trouvé aucune preuve de fraude. Ta déclaration a tenu bon. Les documents étaient clairs. Laisse-moi deviner, ai-je dit. Il n'a pas lu les petits caractères. Non. Et maintenant, il est officiellement sur liste noire, et ne pourra plus demander l'ouverture de nouveaux comptes conjoints avec tes informations. Définitivement. Je l'ai remercié, et j'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai su que c'était terminé. Pas seulement les trucs légaux. Mais le poids. Les calculs émotionnels constants, que je faisais avant pour justifier le fait de rester lié à eux. La culpabilité, l'obligation, l'espoir que peut-être, juste peut-être, ils changeraient si je leur donnais une chance de plus. Ils ne changeraient pas. Mais moi, j'avais changé, et ça devait suffire. Les mois se sont transformés en une année. Puis, est arrivée une invitation de mariage. Pas le mien. Celui de Tyler. Apparemment, il avait rencontré quelqu'un. Quelqu'un avec de l'argent. Le genre de femme qui ne pose pas de questions sur les dettes passées, tant que vous portez la bonne montre et que vous parlez avec assurance. Je n'étais pas invité, bien sûr. Mais un de nos anciens amis de la famille m'a envoyé par erreur une photo de groupe de la réception. Ils étaient là, maman, papa, Ella et Tyler, souriant pour l'appareil photo. Sauf qu'aucun d'entre eux ne se tenait à côté de l'autre. Ils ressemblaient à 4 étrangers, qui se trouvaient par hasard dans la même pièce. Ça ne m'a pas apporté de joie. Pas vraiment. Mais ça m'a apporté de l'apaisement. Ils avaient construit une maison faite d'attente, de contrôle, et de silence. Et je suis sorti par la porte d'entrée. Je n'ai pas brisé les fenêtres. Je n'y ai pas mis le feu. J'ai juste éteint ces lumières, et je suis parti. Et, quand ils ont réalisé à quel point leur confort dépendait de moi, ils ont appelé dans le noir. Mais je n'ai pas répondu. Parce que certaines maisons ne sont de vrais foyers, que lorsque c'est vous qui en détenez la clé.